Are you ready? Bonjour à tous mes amis, je reçois quelqu'un que vous avez déjà vu sur ma chaîne et sur plein d'autres de mes chaînes que j'ai nommé Quentin Lyons. Merci de m'avoir nommé Quentin Mais Lyons. j'ai toujours eu un doute sur pourquoi est-ce que les gens disent que j'ai nommé. Je n'ai pas du tout nommé. Je ne sais pas, parce que c'est le fait de donner le nom. Mettez en probablement. commentaire si vous connaissez la réponse Et lui, à c'est cette Antoine question Pétavin, si vous ne et le que connaissez pas. que tu m'as nommé. J'ai envie qu'on soulève aujourd'hui une vraie question grâce à l'intervention de mon ami et expert Quentin. C'est peut-on encore aimer après une relation toxique ? Est-ce que tu as déjà reçu des clients qui ont vécu des relations qui étaient toxiques, c'est-à-dire très difficiles à vivre, où on se pourrit la vie l'un et l'autre Et est-ce que tu as déjà entendu cette chose-là, des gens qui te disent, j'ai un doute, est-ce que je vais encore pouvoir aimer après m'être fait détruire par cette relation nocive ? Ben oui, j'ai déjà reçu des personnes comme ça, en effet, elles sont dans ce qu'on appelle une dépression amoureuse, une dépression sentimentale. C'est pas connu, c'est des mots qu'on n'emploie pas souvent, qu'on n'entend pas souvent, et pourtant c'est ça, c'est-à-dire que la dépression, son symptôme, la façon dont on décrit une dépression, c'est qu'on n'a plus envie de rien. Et au niveau amoureux, ben, on n'a plus envie d'aimer parce qu'on est ravagé, parce qu'on a l'impression que l'autre s'est servi de nous, on a l'impression d'être un paillasson, c'est pas très attirant, c'est pas très reluisant, et on se demande si on se fera pas avoir encore une fois, parce qu'on y allait avec tout notre cœur finalement dans la relation, on a donné le meilleur de nous-mêmes, et puis ça n'a pas marché, et la grande désillusion fait que, on a un doute sur le fait que l'amour existe encore, ou qu'on puisse aimer. On a un réflexe de protection quand on a pris plein la C'est gueule. comme si on avait tout donné pour avoir cet amour, pour réussir ça, et qu'on avait échoué, qu'on ne voulait plus. Ça peut rappeler peut-être dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir, une personne qui aurait tout donné pour avoir un diplôme, une personne qui aurait tout donné pour avoir un permis de conduire, une personne qui aurait tout donné pour réussir quelque chose ou un sport, etc., qui se dit, j'y suis tellement allé que ça ne marchera pas, je suis sûr que ça ne marchera pas. Si j'ai tellement donné là, je ne pourrais pas donner plus pour que ça donne quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre. Il y a ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir donné le maximum, et puis il y a ce symptôme aussi de... on a tellement investi, on a tellement mis d'énergie dans l'histoire, qu'on on a l'impression de ne pas avoir ce qu'on mérite. C'est-à-dire qu'on a tellement donné à l'autre, on s'est tellement investi, on l'a tellement soutenu, on a tellement cru en ses mensonges aussi, parfois, qu'on est en fait épuisé, on a vraiment littéralement plus aucune énergie, et encore moins l'énergie d'aimer, et puis on souffre en général dans ce genre de situation. C'est sûr. Est-ce que tu peux nous décrire le moteur en 3 étapes et la troisième, je pense, va vous plaire. On a eu un petit fou rire en écrivant le script juste avant. Il y a un moteur en fait qui est simple et qui, si jamais vous avez déjà pensé ça, vous êtes forcément dans ce moteur. Les psys adorent les triangles, ça pourrait avoir le nom d'un triangle ou d'un moteur en 3 phases. Mais si jamais vous écoutez ça, je pense que ça va résoudre quelque chose par rapport à ça, ça va vous redonner envie d'aimer et surtout ça va vous redonner la voie vers l'amour qui est finalement beaucoup plus simple que ce qu'on le pense. En tout cas, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors le premier moteur, en fait, il s'exprime au moment de la rencontre. C'est-à-dire que quand on rencontre la personne, c'est souvent, et la personne manipulatrice encore plus, c'est souvent par un jeu de séduction très très fort. Ils sont très charismatiques, les manipulateurs en général. C'est ça, manipulateur, pervers narcissique, personne toxique. Voilà, c'est des gens qui en apparence sont très rayonnants, reluisants, et qui, dans l'intimité, sont souvent à l'inverse, et compensent en fait ce sourire de façade qu'ils ont avec les autres, avec toute la noirceur qu'ils ont en eux, et ils viennent nous pomper notre énergie. Mais quand on les rencontre, on est tellement séduit au départ. Et pourquoi on est séduit ? On est séduit parce qu'ils s'intéressent à nous, alors que nous, on ne se sent pas digne d'être aimé. Vraiment, on a plein de failles, on a plein de manque de confiance en soi. Et quand l'autre nous regarde, alors que l'autre est a priori un soleil, et qui nous regarde, on se dit « Oh, ouais, moi, je mérite, wow, c'est génial !» Et on rentre dans la relation parce qu'au départ, nous, on ne s'aime pas, et l'autre, il nous met en avant. Mais il nous met en avant pour nous séduire, pas pour nous aimer. C'est super intéressant. Donc ça veut dire qu'on est attiré principalement lorsqu'on est dépendant, peut-être plus codépendant affectif. On est attiré par ces personnes-là dans la première étape parce qu'on ne s'aime déjà pas beaucoup à la base. Ce qui est marrant parce qu'on va arriver, la fin aussi ressemble un peu à ça finalement. À la fin, on se demande si on peut encore aimer ou mais même pendant la relation. Je veux dire, le manque d'estime de soi, on le ressent au début avant de rencontrer la personne. On rencontre la personne, on a l'impression que par son regard, notre estime de nous, elle booste d'un coup. C'est le deuxième point, c'est le deuxième moteur, c'est le regard de l'autre qui nous valorise tellement, qui nous comble tellement nos manques. Et ça, c'est ce qui fait qu'on reste dans la relation. Ce qui fait qu'on rentre dans la relation, c'est parce qu'on s'aime pas et on a l'impression que l'autre nous aime. Et ce qui fait qu'on reste dans la relation, on s'aime toujours pas plus, hein, mais non, clairement, parce qu'on n'a pas appris à s'aimer, on a appris à se nourrir du pseudo-amour de l'autre. Et donc, on va se nourrir de ses attentions, de ses remarques, de ses douceurs, jusqu'à ce que ça se transforme finalement en un vrai cauchemar. Mais parce qu'après, il nous enlève tout ça et nous, on est ravagés. Et troisième étape, on se sépare parce que la relation est toxique et souvent ça va crescendo. Et là donc, lorsqu'on se sépare, on ne s'aime pas plus qu'au tout début, qu'à l'étape 1. Mais en plus,
on souffre. C'est-à-dire que c'est le double effet qui se coule. Ah oui. Non seulement on s'aime pas plus qu'avant, mais en plus on souffre. Donc Il y a même un troisième effet qui se coule, excuse-moi, je te laisse la parole juste après, c'est que non seulement on est largué, on a mal et on souffre, mais en plus de ça, on en redemande. C'est-à-dire que c'était toxique, c'était violent, mais on a presque envie de retourner récupérer la relation parce qu'on a ce manque d'amour qui est toujours présent. C'est le moteur principal de ce genre de situation. Je t'ai coupé, tu voulais dire quelque chose. Je résume les 3 étapes. On rencontre quelqu'un de toxique, on ne s'aimait déjà pas beaucoup avant, ou en tout cas on avait besoin d'avoir le regard de l'autre sur nous pour s'aimer soi-même. Deuxième étape, on s'aime uniquement pendant la relation dans le regard de l'autre. Et troisième étape, on se sépare, on ne s'aime pas plus qu'avant et en plus on souffre. Et c'est là qu'on a un doute sur le fait de pouvoir aimer à nouveau. Il y a un détail qui est important là-dedans. Tu parles d'aimer l'autre et de s'aimer soi-même. Le sujet de la vidéo, c'est peut-on encore aimer après une relation toxique? Et finalement, on voit que 2 notions se confondent ou sont très proches. C'est aimer l'autre ou s'aimer soi. Alors, dans ces 2 notions qui paraissent très proches, il y a une grosse différence, à mon sens, c'est que c'est la notion d'amour projectif. C'est-à-dire, est-ce qu'on aime l'autre ou est-ce qu'on instrumentalise l'autre? Est-ce qu'on s'aime soi ou est-ce qu'on est instrumentalisé par l'autre pour nous donner de l'attention? Mais l'attention, c'est pas de l'amour. C'est un petit peu comme si je vous offrais de la ricorée plutôt qu'un café. C'est pas du café. L'attention et l'attachement, c'est pas véritablement de l'amour. Alors, il y a toujours de l'amour, en effet, dans les relations amoureuses, mais il y a aussi une grosse proportion d'attachement, de dépendance. Et cette dépendance-là, c'est celle qui fait mal. C'est quand on coupe le lien qu'on a mal au niveau de l'attachement qu'on avait vis-à-vis de la personne, vis-à-vis de la relation, d'ailleurs, souvent, plus que la personne. Et pour moi, alors, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir aimer ou pas après ce genre de relation? Eh bien, c'est se rendre compte que s'aimer soi, c'est pas possible parce qu'on peut pas être le sujet et l'objet à la fois. Donc l'amour de soi, pour moi, ça n'existe pas. Et aimer l'autre, ben en fait, est-ce qu'on l'a vraiment aimé ou est-ce qu'on l'a admiré pour ce qu'il avait que nous on n'avait pas? C'est pas tout à fait la même chose. Pour ce qu'il nous a renvoyé. Exactement. Et donc, ben aimer l'autre et s'aimer soi, ça marche pas vraiment. Et pourtant, plus on essaye avec tout son cœur, avec toute son âme, et moins ça marche. Et donc c'est pour ça que la plupart des gens n'ont pas envie de continuer à aimer derrière parce que c'est un jeu trop dangereux, parce que c'est un jeu tellement ridicule au final qu'on se fait mal à chaque fois. On se dit, ben, je vais arrêter de jouer et puis c'est plus simple. Sauf que le véritable amour, c'est pas ça. T'allais dire quelque chose. J'y arrivais au sauf que, c'est parfait, c'est parfait. Vas-y, continue. Non, sauf que, non, j'allais dire, mais ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir dans l'amour là-dedans. Alors, si, mais ce jeu d'acteur de fou pour avancer dedans. On a écrit le script. Bon, il fait 3 lignes, mais on a écrit le script. On l'a écrit. Et on avance et on est cadré comme des machines, comme des robots à produire des vidéos. On avance. Sauf que, Quentin. Sauf que le véritable amour, en fait, c'est pas l'attachement. Et tant qu'on cherche à venir combler ce qui nous manque dans la relation, on se sert de la relation amoureuse pour ce pourquoi elle n'est pas faite. La relation amoureuse, c'est un espace virtuel qui n'existe pas plus que... Enfin, voilà, ça n'a pas d'existence tangible. Et on va mettre dans la relation ce qu'on a en soi. Donc si moi j'ai du désamour, je vais mettre du désamour dans la relation. Si moi je développe non pas l'amour de moi, parce que c'est très narcissique, et a priori on peut d'ailleurs tomber dans l'excès inverse, faites attention, il y en a peut-être parmi vous qui ont essayé ça et qui ont inversé les rôles dans la relation d'après, c'est pas très reluisant pour l'estime de soi non plus. Et donc cet amour finalement, c'est pas l'amour de l'autre, c'est pas l'amour de soi, c'est l'amour en soi. Et c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que développer l'amour en soi, c'est se sentir heureux, développer la gratitude, développer le bien-être. Ça, c'est ce qui nous permet d'accéder au véritable amour. Et quand on a de l'amour en soi, on peut le donner dans la relation. Et donc, on peut partager l'amour avec l'autre, puisqu'on en a en soi. Mais c'est pas qu'on aime l'autre comme un sauveur et on va s'agripper, ou alors on aimerait que l'autre nous aime comme pour le rendre dépendant, pour être sûr qu'il parte pas. C'est pas vraiment ça l'idée d'une relation amoureuse avec le véritable amour. Il y a quelque chose qui est quelque chose que tu m'as dit en plus, il y a quelques temps de ça. Qui m'a dit, est-ce qu'on parle de toi? Je lui ai dit, non, pas du tout. Parlons de moi, justement. Il y a un moment donné, moi, je me souviens avoir eu cette impression de me dire, c'est trop compliqué, j'ai trop souvent échoué, je n'aimerais plus jamais. Et finalement, si j'ai réfléchi avec du recul aujourd'hui, cette phrase-là était vraie. Je n'aimerais plus jamais, mais je n'aimerais plus jamais de la manière dont j'aimais avant. C'est-à-dire de la manière déconnante dont j'aimais avant. Par exemple, je vous ai cité des exemples, dites-moi en commentaire si vous y retrouvez. Aimer quelqu'un parce qu'il y a des disputes, du bonheur, des larmes, de la joie, etc. Aimer quelqu'un pour ça, pour une relation qui est totalement bancale. Aimer quelqu'un juste pour l'image qu'il nous renvoie, qui n'est pas normal. On devrait aimer quelqu'un pour qui il est, non pas pour l'image qu'il nous renvoie. Ouais, c'est déconnant, oui. Aimer quelqu'un pour ne pas vouloir être seul. Vous voyez, dites-moi si vous voyez de quoi je parle. Aimer quelqu'un pour ne pas vouloir être seul. Aimer quelqu'un pour des conditions de la société, des enfants, des parents, des grands-parents, etc. Et en effet, j'ai pensé cette phrase. Je n'aimerais plus jamais après. Et au bout de quelques jours, après t'avoir appelé, je réalisais que je n'aimerais plus jamais
entre parenthèses, de la même manière déconnante qu'avant. J'aimerais pour les vraies raisons. Et après, pour moi, il y a un au-delà, c'est aimer pour les vraies choses. C'est tomber dans une espèce d'amour inconditionnel, comme t'aimes tes enfants, sans condition. Que tu peux aussi aimer quelqu'un, tu peux rencontrer quelqu'un, tu peux aimer un ami. Je sais pourquoi tu fais ce regard. Tu peux aussi aimer un ami pour des choses qui sont chouettes, sans condition. C'est-à-dire que quoi qu'il te donne ou qu'il te donne pas, tu l'aimes, c'est ton pote. Tu peux aussi être en couple. J'ai rencontré un couple à Malte qui m'ont dit la chose suivante, il m'a dit on est ensemble. Et le jour où on s'amusera plus ensemble, on sera chacun heureux que l'autre aille ailleurs. On s'aime de manière inconditionnelle. Que ce soit ensemble ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, parce qu'on veut du bien à l'autre, et donc on considère que comme on l'aime, s'il est mieux que quelqu'un d'autre, qu'il y aille en fait. Alors cet amour inconditionnel, il est magnifique quand on l'expérimente. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que pour qu'il puisse exister, il faut remplir une condition. C'est terrible, mais... Je connais cette tête, c'est quand il veut me contredire gentiment. Non, je ne te contredis pas du tout. Oui, cet amour, en fait, c'est l'amour inconditionnel dont tu parles, c'est un amour dans lequel on se sent en sécurité. Et la condition, sine qua non, pour que cet amour-là puisse naître et s'échanger dans la relation, eh bien, c'est qu'il y ait un respect de l'intégrité de l'autre. S'il n'y a pas de respect de l'intégrité de l'autre, s'il y a une relation abusive, il ne peut pas y avoir d'amour inconditionnel. Exactement. Pour que l'amour inconditionnel puisse exister, il faut à la condition que l'intégrité de l'autre soit respectée. Je suis 100% d'accord. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous donne des réponses? Je vois parfois des âmes en peine sur des forums, je peux juste conclure par ça. Je vois parfois des âmes en peine sur des forums, des gens qui disent je me sens gris. J'ai perdu mes couleurs. Mes amis me disent que j'ai changé physiquement. C'est comme si on m'avait vampirisé, aspiré tout mon sang. J'ai rencontré cette relation qui m'a détruite. Que ça ait duré, parfois sur les forums, c'est marqué 2 mois, 6 mois, 26 ans, etc. Ça m'a détruite. Je vois des gens qui me disent plus jamais je serai pareil. Cette personne, c'est comme du poison dans mes veines qui m'a transformé pour toujours. Et je suis fier de dire aujourd'hui que c'est totalement faux et que si jamais on fait rien dans sa vie, si jamais on ne se bouge pas, et ça c'est une phrase de toi, si jamais on ne se bouge pas dans la vie, bien sûr que ce sera vrai. Rester sur son canapé, je serai toujours gros dans la vie. Si tu es sur ton canapé, tu ne bouges pas. Oui, tu as raison. Si tu ne bouges pas, tu seras toujours gros dans ton canapé. Je ne rencontrerai jamais personne assis sur un fauteuil sans bouger. Oui, c'est vrai. Assis sur ce canapé, tu ne rencontreras jamais personne. Je vais rester gris toute ma vie. Oui, si tu restes sur ton canapé à te plaindre, c'est vrai. Maintenant, si jamais tu te bouges dans la vie, si jamais tu passes à l'action, si jamais tu changes, bien sûr ça va changer. Bien évidemment. Alors la grosse difficulté, Antoine, heureusement qu'on n'est pas défini que par notre passé. On ne peut être que d'accord avec ce que tu viens de dire. Freud. On peut être que d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait du mouvement, et pour qu'il y ait du mouvement, il faut se bouger, quoi. Il n'y a pas d'autre choix possible. Maintenant, le problème, c'est que peut-être vous qui regardez cette vidéo, vous dites, bah, c'est bien gentil, ouais, mais comment on change? Parce que moi, j'ai pas su faire. Et puis à chaque fois, j'ai reproduit le même schéma, à chaque fois que j'ai tenté, à chaque fois que j'ai essayé à nouveau, j'ai reproduit le même schéma, je me suis repris des grosses claques dans la tronche, et finalement, j'ai toujours eu mal au même endroit. Eh bien, moi, j'ai envie de vous donner le conseil suivant. S'il y a, à mon avis, une chose à changer, c'est un petit peu ce que tu disais entre les lignes, c'est pas changer de partenaire, parce que vous avez beau changer de partenaire, vous répétez le même schéma. C'est clair. C'est changer de paradigme du couple, c'est-à-dire votre conception du couple. Cette conception-là du couple, elle est inscrite dans votre inconscient, vos attentes implicites sont inscrites dans votre inconscient, dans ce que vous avez appris par défaut, principalement dans votre enfance, par rapport à vos éducateurs. Eh bien, c'est ça qui est à remanier, parce que ce n'est plus adapté à la société d'aujourd'hui. Et si vous ne modifiez pas le paradigme que vous avez du couple, eh bien, a priori, vous allez reproduire les mêmes schémas, et vous n'allez plus être capable d'aimer, en effet. Vous allez tomber dans cette dépression amoureuse dont on parlait en introduction. Si vous voulez avancer, il y a 1000 solutions. Je peux déjà vous en recommander 2 qui sont très bonnes. Contactez un thérapeute dans votre ville, psychologue, psychiatre, thérapeute. Tapez ça dans Google, vous allez trouver quelqu'un qui est près de chez vous. Allez rencontrer quelqu'un. Si jamais vous avez personne dans votre entourage, il y a Thierry qui est juste en dessous. C'est la personne que j'ai salariée exprès pour répondre gratuitement à vos questions. C'est juste en dessous, dans la description de cette vidéo. Et si vous êtes sur smartphone, moi j'ai demandé à ma fille de 11 ans de montrer où était la description d'une vidéo. Demandez à votre fille de 11 ans. Il faut cliquer, il faut chercher, on va trouver. Ils vont y arriver. Oui. Si vous avez trouvé cette vidéo, vous trouverez les liens. C'est des gens malins sur ma chaîne, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Salut à tous. Bye. Prenez soin de vous. Ciao. Retrouvez Quentin sur la chaîne qui s'appelle Autonomie affective.